Quand mon père m'a dit que je n'étais pas le bienvenu pour la fête des pères, j'ai juste souri, fait demi-tour et suis retourné à la base. Un jour plus tard. J'avais 88 appels manqués. Ne reviens pas à la maison pour la fête des pères. Je n'ai pas envie d'expliquer à tout le monde pourquoi ma fille est militaire. C'était la première chose que mon père m'a dite après presque 2 ans de silence. Pas de bon retour parmi nous. Pas de comment s'est passé ton OPEX. Pas même un salut. Juste ça. J'étais sur son perron, en tenue de service, transpirant encore du vol de correspondance, tenant dans mes mains une boîte soigneusement emballée, une montre de terrain libre vintage que j'avais trouvée en ligne. Le même modèle qu'il portait quand j'étais petite, celui qu'il avait perdu et dont il n'arrêtait jamais de parler. Ces mots ne m'ont pas frappé comme une gifle. Ils ont été comme une attente qui se réalisait enfin. Parce qu'au fond de moi, j'avais toujours su qu'il aurait préféré avoir un fils. Je n'ai rien dit, je n'ai pas tressailli, je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai hoché la tête une fois, je me suis retourné, j'ai descendu les marches et je suis remonté dans la voiture de location dont le moteur tournait encore au ralenti près du trottoir. Le chauffeur m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. « Ça va, capitaine ?» « Au camp, ai-je dit. »« On y va. » Je n'ai pas pleuré sur le chemin du retour. Je n'ai pas ragé, ni ne me suis défoulé, ni n'ai envoyé de SMS à qui que ce soit. Au lieu de cela, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai compté les choses que je ne lui devais plus. Une explication, des excuses, ma présence. Au moment où nous sommes arrivés au camp de Mourmelon, j'avais pris une décision importante. Je ne reviendrai pas pour la fête des pères. Pas cette année, pas l'année prochaine. Plus jamais. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, par habitude. 4h20. Pas besoin de réveil. Mon téléphone était face contre table sur la table de chevet en métal. Quand je l'ai pris pour vérifier l'heure, je l'ai vu, 88 appels manqués. D'abord mon père, puis ma cousine Amélie, puis l'oncle Grégoire, puis 3 numéros que je ne reconnaissais pas, et d'autres encore. C'était comme voir la panique se dérouler en temps réel. Je n'ai ouvert aucun des messages vocaux au début. J'ai suivi ma routine comme n'importe quel autre lundi. Sport, douche, messe. Mais alors que je faisais la queue pour des œufs, mon camarade de section, Rémi, s'est penché et a murmuré « Eh, c'est ton père sur Facebook ?» J'ai cligné des yeux, quoi ? Il fait le buzz, et pas dans le bon sens. Mon estomac s'est noué, mais j'ai gardé un visage impassible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a tendu son téléphone, un article d'un journal local titrait « Une capitaine de l'armée de terre reniée publiquement par son père avant la fête des pères ». Puis disparaît. Plus de 3000 partages, 500 commentaires, et une image floue de moi sur son perron en uniforme, tenant ce cadeau. J'ai fait défiler. Quelqu'un, probablement un voisin, avait filmé toute la scène avec la caméra de sa sonnette connectée. Il l'avait montée, titrée « Elle l'a quand même salué », et l'avait postée avec une légende. Elle est venue. Il l'a renvoyée. Elle est partie sans un mot. Je ne la connais pas, mais elle mérite mieux. Et comme toujours, Internet a fait ce qu'Internet fait de mieux. Les gens ont commencé à fouiller. Ils ont trouvé mon dossier de service, des photos d'opérations extérieures. La citation que j'ai reçue l'année dernière pour avoir mené une extraction sur le terrain sous des tirs de mortier. Puis ils l'ont trouvé, lui. Une publication Facebook de 2016. Les filles sont mignonnes quand elles sont jeunes, mais un véritable héritage, c'est un fils qui portera ton nom. Une autre de 2018. J'ai élevé ma fille pour qu'elle soit une dame, pas une militaire. Je suppose que j'ai échoué. Celles-là aussi sont devenues virales. À 9h, ma boîte de réception était inondée. Une amicale locale d'anciens combattants m'invitant à prendre la parole. Un journaliste demandant un commentaire. 3 messages d'inconnus qui avaient vu le clip et voulaient me dire « Respect pour votre engagement ». Je n'ai rien dit. Rien posté, appelé personne. Mais les messages continuaient d'arriver. J'ai finalement ouvert le premier message vocal de mon père. « Écoute, je ne le pensais pas comme ça. J'étais surpris, c'est tout. Appelle-moi. » Le deuxième, ça prend des proportions démesurées. Tu dois dire aux gens que ce n'est pas vrai. Le troisième, si tu penses que m'humilier en public fait de toi une sorte d'héroïne, tu as tort.
N'oublie pas qui t'a élevé. J'ai arrêté après ça, car c'est là que j'ai su qu'il n'avait toujours pas compris. Je ne l'avais pas humilié. Je n'avais rien posté. Je n'avais rien dit à personne. Tout ce que j'avais fait, c'était partir en silence. Et ce silence était plus assourdissant que tout ce que j'aurais pu crier. Plus tard dans la journée, j'étais assise seule dans la cour de la caserne, regardant un groupe de jeunes engagés rire de quelque chose sur le téléphone de l'un d'eux. Je pouvais les entendre parler de la vidéo. L'un d'eux a dit, « Purée, elle n'a même pas discuté. » C'est glacial. J'ai souri légèrement. Ce n'était pas glacial. C'était maîtrisé. C'était mérité. Parce que quand un homme passe votre vie entière à exiger votre silence, vous apprenez que le silence peut être une arme. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé dans mon lit, lumières éteintes, mon téléphone a de nouveau vibré, un autre message vocal, puis un autre, puis un autre. J'ai retourné le téléphone et l'ai laissé sonner. La vengeance ne m'intéressait pas, du moins pas celle qui est télévisée. Mais j'avais un plan propre, discret, entièrement légal et profondément personnel. Car ce qu'il ne savait pas, c'est que tout ce qu'il avait construit au cours des 10 dernières années, sa retraite, sa résidence secondaire, même la terre dont il se vantait d'être propriétaire, tout cela ne tenait qu'à un fil. Moi. Et j'étais sur le point de le couper. À 18 ans, j'ai quitté la maison avec 67 € en poche et une lettre d'admission que je n'avais montrée à personne. Papa pensait que je partais pour l'université. C'était le cas, mais pas celle qu'il avait choisie. Il voulait que je reste près de lui, que j'étudie le commerce, que je reprenne un jour son agence immobilière. Il disait que l'armée était pour les jeunes sans option. Ce qu'il n'a jamais su, parce que je ne le lui ai jamais dit, c'est que j'avais déjà une place à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, et que je serais affecté en service actif avant mon 21e anniversaire. Je ne me suis pas enfui. Je n'ai juste pas demandé la permission. 12 ans plus tard, c'est moi qui payais ses impôts fonciers. Quand sa deuxième femme l'a quitté en emportant la moitié de tout, j'ai discrètement refinancé mon propre prêt auto pour couvrir ses frais de justice. Quand la pandémie a frappé et que ses comptes de retraite se sont effondrés, j'ai commencé à virer 1500 € sur son compte joint chaque premier vendredi du mois. Il n'a jamais dit merci. Il ne l'a même jamais reconnu une seule fois. Il m'a demandé de rendre les paiements automatiques pour ne pas avoir à y penser. Et comme la petite déception de fille que j'étais, j'ai accepté. Mais ça, c'était avant. Maintenant, j'étais assise sur ma couchette, ordinateur portable ouvert, faisant défiler 5 ans de virements. Chacun étiquetait le soutien papa. Chacun confirmé. Total, 91 500 €. Et cela n'incluait même pas le toit que j'ai payé quand la grêle a détruit son chalet. Ni la chirurgie dentaire qu'il a oublié de soumettre à l'assurance. Ni le prêt que j'ai cosigné pour qu'il puisse acheter 5 hectares de terrain vague qu'il appelait son empire. Un empire bâti sur mon salaire, et j'en avais fini d'être les fondations. Je me suis connecté à mon application bancaire, j'ai affiché le virement automatique et j'ai appuyé sur Annuler. Un message est apparu. Êtes-vous sûr de vouloir arrêter ce paiement récurrent? J'ai fixé l'écran pendant 3 longues secondes, puis j'ai cliqué sur Oui. Mon téléphone a sonné 4 heures plus tard. Numéro masqué. Puis encore et encore. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je voulais qu'il panique, mais parce que je voulais pouvoir respirer. Et cette respiration, c'était comme quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années. Le contrôle. Le lendemain matin, un message vocal est arrivé de quelqu'un dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis plus d'une décennie. Margot, ma demi-sœur, du deuxième mariage de papa. Et, je ne sais pas si tu as vu, mais papa est en train de paniquer. Son compte a rejeté le paiement de l'assurance habitation. Il pense que tu lui as coupé les vivres. Je n'appelle pas pour prendre parti. Je pensais juste que tu voudrais savoir. J'ai souri, non pas parce qu'il souffrait, mais parce que pour une fois, ce n'était pas moi qui saignais en silence. Cet après-midi-là, j'ai sorti le dossier que j'avais discrètement constitué au cours des 8 derniers mois. Appelez ça de l'instinct. Appelez ça de la planification d'urgence. Mais quelque chose en moi savait que cela arriverait. Alors, je m'étais préparé. À l'intérieur, des relevés bancaires, des chèques encaissés, des confirmations par email,
la photo du chèque que j'ai fait à l'entreprise de toiture avec la note manuscrite de mon père au dos, déposée sur mon compte. Merci, gamine. La trace écrite était propre, claire, légale, et tout menait à une seule chose. Il avait besoin de moi. Pas émotionnellement, pas même spirituellement, mais financièrement. Il avait besoin de moi en arrière-plan, silencieuse, loyale, ponctuelle. Mais maintenant, ce n'était plus le cas. Le vendredi, il avait appelé 47 fois. Le samedi, 63. Le dimanche, jour de la fête des pères, 88. Je n'ai répondu à aucun appel. À la place, je suis allé au stand de tir. J'ai mis mes protections auditives. J'ai aligné 5 cibles, tir lent, contrôle de la respiration. Chaque pression sur la gâchette était comme un chapitre qui se fermait. Mon dernier Noël à la maison, ce dîner d'anniversaire où il m'a présenté comme juste ma fille. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une de ces militaires féministes en colère. La façon dont il changeait toujours de sujet quand quelqu'un demandait ce que je faisais dans la vie. Pan, PAN, PAN. 5 tirs nets, 5 fois dans le 1000. Cette nuit-là, alors que des feux d'artifice éclataient dans le quartier entourant la base, je me suis assise au bord de ma couchette avec un verre d'eau et j'ai de nouveau regardé mon téléphone. Toujours vibrant, toujours désespéré. Il n'avait pas l'habitude d'être ignoré. Il avait l'habitude que j'encaisse l'insulte, puis que je vienne quand même. Habitué à ce que je m'excuse d'avoir mal interprété son ton. Habitué à ce que je comble les vides entre son ego et son compte en banque. Cette fois, je n'allais pas expliquer, car s'il ne reconnaissait pas le poids de mon silence maintenant, il ne le ferait jamais. J'ai ouvert l'application Notes sur mon téléphone et j'ai tapé 6 mots simples. Le robinet est fermé. Paie tes propres factures. Je ne l'ai pas envoyé, je l'ai juste sauvegardé. Car il ne s'agissait pas d'envoyer un message. Il s'agissait de mettre fin au service de livraison. La première fois que mon père m'a dit que je n'étais pas faite pour ça, j'avais 10 ans. Je m'étais écorché le genou en essayant de soulever une dalle de béton dans le jardin. Au lieu de me soigner, il s'est tenu au-dessus de moi, les bras croisés, et a dit, « Tu vois, c'est pour ça que ce monde dévore les filles toutes crues. » Je me souviens avoir regardé le sang, serré les dents et murmuré, « Alors je le dévorerai en retour. » Je n'ai pas pleuré ce jour-là, et je n'ai pas pleuré pour lui depuis. Le mardi, le train des rumeurs locales avait officiellement déraillé. Je ne savais pas qui avait commencé. Peut-être quelqu'un à la banque ou au café où papa se vantait toujours de sa réussite personnelle, mais au moment où je suis entré au foyer ce matin-là, 2 inconnus chuchotaient à propos d'un agent immobilier qui avait tout perdu du jour au lendemain. Ils ne savaient pas qu'il s'agissait de lui, mais moi si, parce que ce tout, ce n'était pas à lui. C'était à moi. Quand maman est morte, elle m'a laissé une seule chose, une boîte à archives verrouillée. Dedans, il y avait tous les reçus qu'elle avait gardés, chaque talon de chèque de l'année où elle faisait des doubles services comme serveuse pendant que papa montait son entreprise. Et glissé dans une pochette en plastique au fond, une lettre manuscrite. Il ne te remerciera pas pour ce que tu donneras. Il ne le verra pas. Mais moi, je le vois. Et un jour, quelqu'un d'autre le verra aussi. Maman. J'ai gardé cette lettre dans le tiroir de mon bureau à la base. Je la lisais chaque fois que je me demandais si j'imaginais le déséquilibre. Il s'est avéré que non. Mercredi, la gendarmerie a appelé. Le gendarme Martin. Ton amical, voix professionnelle. Bonjour, capitaine Dubois. Je vous contacte car votre nom apparaît sur un acte de transfert de propriété co-signé en 2020, dans le cadre d'un prêt immobilier pour M. Gérard Dubois. Mon père. Il semble qu'il soit en défaut de paiement pour 2 mensualités. Nous n'agissons pas encore, mais nous sommes tenus d'informer tous les co-signataires. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, je me suis assise dans ma voiture et j'ai ri. Pas par cruauté, mais par clarté. Parce que la toile qu'il avait tissée pour me maintenir à ma place n'était en fait qu'un château de cartes. Et maintenant, le vent soufflait. Je ne lui devais pas de confrontation, mais je voulais qu'il comprenne une chose. Il n'avait pas seulement perdu un compte en banque. Il avait perdu un témoin. La personne qui nettoyait discrètement ses dégâts, qui le soutenait quand il était faible, qui tenait les ficelles pendant qu'il se pavanait comme s'il avait tout fait tout seul. Cet après-midi-là, j'ai scanné et organisé chaque document en une présentation, des années de relevés bancaires,
des reconnaissances de dettes signées, des déclarations de revenus où j'avais discrètement couvert ces sous-déclarations, des titres de propriété à nos deux noms. Pas de drame, pas de couleur, juste des faits. Et je les ai tous envoyés, en format PDF horodaté, à mon avocat pour garantir une distance juridique, car je ne partais pas seulement. Je me préparais à ne jamais revenir. Vers 19h15 ce soir-là, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un message vidéo de Margot. Elle pleurait. Papa s'est enfermé dans le bureau. Il ne parle à personne. Il n'arrête pas de faire les 100 pas, de dire que tu l'as trahi. Puis elle a ajouté, il a dit, j'ai construit cette famille. Elle n'était que la musique de fond. Cette phrase m'a marqué. Musique de fond. J'avais été déployé 4 fois, remboursé 2 prêts immobiliers, je l'avais mis dans une voiture neuve, aidé à payer les études d'infirmière de sa deuxième femme, et j'étais la musique de fond. J'ai rouvert mon application Notes, tapé une nouvelle phrase. Si j'étais la musique de fond, qui a payé pour le spectacle? Jeudi matin, je me suis réveillé avec quelque chose d'inattendu. Une déclaration publique postée sur la page Facebook de mon père. Fond blanc, texte noir, tout en majuscules. Certaines personnes ont transformé des affaires familiales en spectacle public. Je suis un homme fier qui a fait des erreurs, mais je ne me laisserai pas réduire au silence par la honte. En dessous, les commentaires affluaient. Excuse-toi auprès de ta fille. Tu t'es fait prendre et tu ne le supportes pas. Est-ce la fille du militaire dont tout le monde parle? Elle a servi notre pays. Que as-tu fait? Je n'ai pas commenté, pas partagé, mais j'ai fait une capture d'écran de chaque mot. Car cette déclaration n'était pas de la défiance. C'était une fissure dans l'armure. Ce soir-là, j'ai reçu un autre message vocal. C'était calme. Pas de cris, pas de manipulation. Juste sa voix, plus faible que je ne l'avais jamais entendue. J'ai tout gâché. Je le sais maintenant. Mais tu n'avais pas à me détruire. Je me suis assise sur le sol de ma chambre en silence, le téléphone toujours à la main, et j'ai murmuré pour moi-même. Tu t'es détruit toi-même. J'ai juste arrêté de ramasser les morceaux. Samedi, c'était le grand soir. Celui qu'il préparait depuis des mois. Un dîner traiteur dans le jardin sous des guirlandes lumineuses, des nappes Bordeaux, de l'argenterie véritable, 2 douzaines de chaises pliantes louées au comité des fêtes du village, et assez de vin pour inonder un confessionnal. C'était la soirée de l'héritage annuel de mon père. Son idée d'une fête où il réunissait sa famille élargie, ses clients et ses amis du club de chasse pour célébrer ce que nous avons bâti. Il y avait toujours des discours, toujours des toasts au succès personnel, toujours une chaise laissée vide pour son fils qui n'a jamais existé. J'avais été des invités de la soirée de l'héritage il y a 7 ans. Cette année-là, j'étais arrivé en uniforme, en permission surprise. Je n'avais pas répondu à l'invitation car les militaires ne savent pas toujours quand ils peuvent rentrer. Il a jeté un coup d'œil à mes décorations et a murmuré, « Enlève ça avant que les invités n'arrivent. Tu rends la situation politique. » Alors, je suis parti. J'ai conduit 3 heures en silence. J'ai mangé un saucisson sec de station-service pour dîner. J'ai dormi dans la voiture de location juste pour éviter de réveiller la maisonnée de quelqu'un d'autre. Il n'a jamais demandé pourquoi je n'étais pas resté. N'a jamais dit pardon. Mais cette année, j'étais sur la liste des invités, envoyés automatiquement, probablement par son assistante. Pas de mots, pas d'excuses, juste la même vieille invitation imprimée sur du papier épais célébrant la force, la famille, l'héritage. Et en bas, de son écriture, tenue de soirée. La discrétion est appréciée. La discrétion, comme si ma présence était encore quelque chose à gérer. Je n'ai pas répondu. N'ai pas décliné. Ne me suis pas présenté. Mais quelqu'un d'autre l'a fait. Ce soir-là, pendant que le filet mignon était servi sous les guirlandes lumineuses, un coursier a déposé une enveloppe brune sur la table du coordinateur de l'événement. À l'intérieur, 12 dossiers agrafés individuellement, chacun avec une page de titre. L'héritage du bois, version sans filtre. Document à l'appui 6 juin. Chaque invité en a reçu un. Chaque document incluait mes relevés bancaires, les actes de prêt immobilier que j'avais co-signés, des photos de reçus de réparation à 5 chiffres, des captures d'écran des commentaires dégradants de mon père sur Facebook à propos des femmes militaires qui ont quelque chose à prouver.
L'article de l'année dernière où j'ai reçu la médaille de la Défense nationale, une récompense qu'il n'a jamais reconnue. Au bas de chaque dossier, une simple conclusion. Parfois, le silence n'est pas de l'humilité, c'est de la contention. Ce soir, la vérité prend le micro. Je n'ai pas assisté. Je n'en avais pas besoin. Je savais comment ça s'était passé. Selon Margot, ça a commencé à se déliter au moment de la salade. D'abord les murmures, puis le bruit des pages tournées, puis les sourcils levés, puis les questions. Gérard, qu'est-ce que c'est? C'est vrai, ça? Tu l'as laissé payer pour tes propriétés? Il a essayé d'en rire au début. Juste un malentendu, a-t-il dit. Elle a toujours été théâtrale. Mais ma cousine, calme, polie, toujours neutre, s'est levée avec son dossier à la main et a dit, ça ressemble bien plus à de la manipulation qu'à du théâtre. La pièce est tombée dans ce silence particulier qui ne survient que lorsque le centre de gravité se déplace enfin. Quand les gens réalisent que le soleil autour duquel ils gravitaient n'était en fait qu'un simple projecteur. Je n'ai rien demandé de tout ça. Je n'ai pas scénarisé les retombées. Tout ce que j'ai fait, c'est livrer la vérité, soigneusement formatée, avec des notes de bas de page, indéniables. Laissant la foule faire le calcul. Au dessert, la moitié des invités étaient partis. Le vin est resté intact. La musique a été coupée. Et Gérard Dubois, l'homme qui se vantait d'être inébranlable, était assis seul sous un chêne, fixant son téléphone comme s'il pouvait l'appeler papa. Le lendemain matin, Margot m'a envoyé une photo. C'était la terrasse, des chaises vides, des nappes encore tachées de vin rouge et de ce qui ressemblait à un clafoutis aux pêches. Et au centre, un seul exemplaire du dossier, ouvert, écorné, la page 3, déchirée. Elle n'a pas mis de légende. Elle n'en avait pas besoin. J'ai sauvegardé l'image dans un dossier appelé clôture. Vers midi, j'ai reçu un appel. Numéro masqué. J'ai répondu, une seule fois. Sa voix était lente. Plus calme. Tu m'as tendu une embuscade. Non, ai-je dit. Tu m'as invité. Tu m'as embarrassé devant mes clients. Tu t'es embarrassé devant ta fille. Pendant 12 ans. Le calcul est encore en ta faveur. Silence. Je suppose que tu me détestes. Non, ai-je dit sincèrement. J'ai juste arrêté de prétendre que c'était de l'amour. Je n'ai pas raccroché. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il le fasse. Ce soir-là, je me suis préparé à dîner. De la vraie nourriture, pas des barres protéinées, pas des barquettes du mess. J'ai allumé une bougie, versé un verre de vin, mis un disque d'Edith Piaf que j'avais acheté la semaine dernière dans une brocante, et j'ai mangé seul, mais pas solitaire. Parce que pour la première fois depuis plus d'une décennie, je ne portais pas l'illusion de famille de quelqu'un d'autre. J'étais juste libre. Lundi matin, les appels sont passés des supplications aux reproches. Papa était passé de la culpabilité à la rage en 48 heures. Je suppose que c'est comme ça que ça marche pour certains hommes. Quand le remords ressemble trop à de la faiblesse, il retourne par défaut au contrôle. Tu as ruiné mon nom. On ne lave pas son linge sale en public. Tu m'as ridiculisé. Aucune mention de l'argent. Aucune mention du silence qu'il m'avait servi comme du pain sec pendant une décennie. Aucune mention du dîner auquel je n'ai jamais été invité jusqu'à ce que je brûle la liste des invités. Juste de l'ego, blessé et hurlant. La ville a réagi différemment. 2 jours après la soirée de l'héritage, quelqu'un a anonymement mis en ligne le dossier complet sur un groupe Facebook de la commune. C'est redevenu viral. Cette fois, pas aux informations nationales, mais dans les cercles qui comptaient le plus pour lui. Les partenaires de golf, les piliers de la paroisse, les vieux camarades de lycée qu'il appelait le grand Gérard. Un commentaire disait, tous ces discours sur l'intégrité et l'héritage, et c'est ta fille qui a payé pour la maison dans laquelle tu faisais ces discours. Un autre disait, si jamais je parlais de ma fille comme ça, elle m'enterrait aussi sous les faits. Respect. Je n'aimais pas l'attention, mais je ne m'en cachais pas non plus. Je n'ai pas posté, pas tweeté, pas expliqué, parce que les vraies histoires n'ont pas besoin de narrateur quand les preuves racontent l'intrigue. Ce jeudi-là, j'ai reçu une lettre recommandée. J'ai reconnu le logo avant même de l'ouvrir. Gérard Dubois et Associés, son entreprise, ou ce qu'il en restait. À l'intérieur,
une mise en demeure, m'accusant de diffamation, d'ingérence malveillante et d'atteinte à la réputation. J'ai souri. Il essayait toujours de me déjouer, en utilisant le seul langage qu'il connaissait, la menace et le contrôle. J'ai transféré la lettre à mon avocat, inclus toute la documentation, y compris le SMS où il avait écrit « Tu m'as encore sauvé la mise, gamine », quand j'ai payé son arriéré d'impôt en 2021. La réponse de mon avocat est arrivée en moins d'1 heure. Il n'a aucune base juridique, mais je vais envoyer une réponse formelle. Voyons voir s'il veut vraiment une procédure contradictoire. Spoiler, il n'en voulait pas. Le lendemain matin, le même cabinet d'avocats a rappelé. Cette fois, c'était l'associé junior. Bonjour, M. Dubois aimerait retirer la lettre. Il n'était pas dans un bon état d'esprit. Sans blague. Ce week-end-là, je suis allé dans un vieux routier, à 2 villages de là, du genre avec des tabourets en sky et des tartes si sucrées qu'elles vous faisaient mal aux dents. Je n'y suis pas allé pour me cacher. J'y suis allé pour me souvenir. C'est là que maman m'emmenait quand il criait trop fort. Où elle me laissait choisir les chansons sur le jukebox et me racontait des histoires de femmes qui semaient la pagaille et changeaient de nom. Je me suis assise dans la banquette près de la fenêtre et j'ai commandé le clafoutis aux pêches. La serveuse a cligné des yeux. Vous êtes 7 militaire, n'est-ce pas? De l'affaire Dubois. J'ai hésité, puis j'ai dit, oui, c'est moi. Elle a hoché la tête. Eh bien, a-t-elle dit en posant le clafoutis devant moi. C'est la maison qui offre. Je suis rentré ce soir-là en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis ma première OPEX. Centré. Pas héroïque, pas vengé, juste équilibré. Comme si le sol sous mes pieds m'appartenait enfin. Dimanche, Margot a appelé. Elle a dit, papa ne va pas bien. Il ne veut pas sortir. Il a débranché le téléphone fixe. Il n'arrête pas de relire le dossier comme si ça allait changer quelque chose. Je n'ai rien dit. Elle a fait une pause, puis a dit, il a peur que tu rendes l'affaire publique à nouveau. Je n'ai pas rendu l'affaire publique, ai-je répondu. Je l'ai rendue personnelle. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Je sais, a-t-elle finalement dit. Et honnêtement, merci. Parce que maintenant, je le vois pour ce qu'il est. Ce soir-là, je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert un email vierge et je l'ai adressé à moi-même. Objet, tu n'as jamais été folle. J'ai écrit, tu te souvenais de chaque conversation. Tu as payé chaque facture. Tu as avalé chaque insulte. Tu as pardonné avant que ce ne soit mérité. Tu as été présente. Et quand ils t'ont finalement laissé de côté, tu n'as pas crié. Tu as documenté. Puis j'ai cliqué sur envoyer. J'ai imprimé l'email, les plié soigneusement, et les glissé dans le dossier intitulé Archives personnelles. Parce que parfois, la meilleure clôture n'est pas une porte claquée, c'est un dossier fermé. La semaine suivante, j'ai donné une conférence à une classe de préparation militaire près de Saint-Cyr-l'École. Ce n'était rien d'officiel. Un de mes anciens camarades de peloton m'avait demandé si je pouvais passer, dire quelques mots. La classe comptait principalement des jeunes femmes. Certaines me rappelaient moi, le regard fort, poli, pleine de questions qu'elles étaient trop timides pour poser. Au moment où je suis entré en tenue de service, une fille a murmuré, c'est elle. C'est celle dont le père. Elle s'est interrompue quand elle m'a vu sourire. Je lui ai fait un signe de tête. Oui, c'est moi. Elles ont posé des questions sur le combat, sur la peur, sur la famille. Une fille à la voix douce, avec des lunettes épaisses, qui semblait avoir grandi en gardant tout pour elle, a levé la main et a demandé, comment restez-vous forte quand votre famille ne vous soutient pas? La pièce est devenue silencieuse. Je ne leur ai pas fait un discours préparé. Je n'ai pas dit serrer les dents. J'ai juste dit la vérité. Vous n'êtes pas forte tous les jours. Certains jours, vous pleurez sur des parkings. Certains jours, vous écrivez des lettres que vous n'enverrez jamais. Certains jours, vous payez les factures de gens qui ne disent jamais merci. Mais la force, ce n'est pas la puissance de votre rugissement. C'est parfois la décision d'arrêter de murmurer ça va quand ce n'est pas le cas. Et c'est le courage de se dire, s'ils n'applaudissent jamais pour moi, j'applaudirai pour moi-même. Quand j'ai fini, la pièce est restée silencieuse un instant. Puis quelqu'un a applaudi, puis un autre, puis toutes.
Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai senti. J'avais ma place quelque part. Plus tard, l'instructeur m'a offert un cadeau, une citation encadrée de la générale Hélène Rochambeau, l'une des premières femmes à atteindre ce grade. J'ai dû apprendre à ne pas me mesurer à travers les yeux de quelqu'un d'autre, surtout pas à travers le prisme de leur peur. Je l'ai accroché au-dessus de mon bureau ce soir-là, non pas pour la décoration, mais comme un rappel de qui j'avais cessé de chercher l'approbation. Dimanche, je suis allé dîner chez Rose. C'était la meilleure amie de ma mère, pratiquement de la famille depuis que j'étais enfant. Elle m'appelait ma puce, comme si on était encore en 1998 et que j'étais assise à sa table avec de la sauce tomate sur le menton. Quand maman est morte, Rose n'a jamais lâché prise. Même quand papa l'a fait. Elle a fait un bœuf bourguignon. Sa petite fille, Élise, a fait des marque-places avec le nom de tout le monde, même le mien, avec une petite étoile dorée dessinée dans le coin. Après le dîner, Rose m'a prise à part dans la cuisine et m'a dit, « Tu sais, ta maman aurait été tellement fière de toi. » Pas pour l'uniforme, pour la colonne vertébrale. Je l'ai serré dans mes bras et je ne l'ai pas lâché tout de suite. Parce que parfois, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas le parent qui vous a élevé. C'est celui qui vous a vu quand les autres regardaient ailleurs. Ce soir-là, je me suis assise sur mon balcon avec une couverture enroulée autour de mes épaules et une tasse de tisane. La maison était silencieuse, juste à moi. Pas de voix qui se disputait à l'arrière de ma tête. Pas de calcul sur ce qui devait être envoyé pour couvrir les factures impayées de quelqu'un d'autre. Juste moi, présente. Suffisante. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je me suis écrit une lettre. Cher capitaine Dubois, tu ne dois à personne une version adoucie de ta vérité. Tu étais là. Tu as porté le poids. Tu as gardé les reçus quand l'amour s'est transformé en compte d'apothicaire. Et quand le moment est venu, tu as laissé le silence parler avec plus de force qu'un millier d'accusations. Tu n'es pas amer. Tu es lucide. Et cette lucidité, c'est la liberté. J'ai plié la lettre et l'ai placée dans la même boîte où se trouvaient encore les notes de maman. L'une sur l'autre. 2 générations de femmes qui n'ont pas cédé, mais qui se sont pliées jusqu'à prendre une nouvelle forme. Le lendemain matin, j'ai reçu un texto de Margot. Il demande si tu veux le rencontrer. Il ne va pas bien. Il a dit qu'il voulait s'excuser en personne. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Non pas parce que je ne connaissais pas ma réponse, mais parce que je voulais être sûr que la décision était prise par force, et non par culpabilité. Puis j'ai répondu, pas encore. Peut-être jamais. Laisse-le mariner dans ce qu'il a créé. Certains échos sont nécessaires. Je suis allé courir ce matin-là, 8 kilomètres dans les collines. Quand j'ai atteint le belvédère où les montagnes rencontraient l'horizon, je me suis arrêté et j'ai laissé le vent me frapper le visage, et j'ai murmuré au ciel ouvert. Je n'ai pas besoin d'excuses pour être entière. 3 mois plus tard, une lettre est arrivée dans ma boîte aux lettres, manuscrite, sans adresse de retour, juste mon nom en lettres capitales serrées qui essayait d'avoir l'air professionnel. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. J'ai préparé une tasse de thé, mis un vieux disque de Brel, me suis assise à ma table de cuisine dans le calme. Puis j'ai glissé mon doigt sous le seau. À l'intérieur, une seule feuille de papier. Pas de chair, pas de avec amour, juste ceci. Tu avais raison. J'ai construit quelque chose sur des fondations empruntées. Et quand tu t'es retiré, tout s'est fissuré. Je pensais que j'étais le fort. Mais c'est toi qui tenais le toit. Je n'attends pas de pardon. Je n'attends même pas de réponse. Je voulais juste que tu saches que je le vois enfin. Et je suis désolé. Pas de nom, mais je savais qui c'était. Et d'une manière ou d'une autre, cette dernière phrase, je le vois enfin, semblait plus lourde que toutes ces années de silence combiné. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Certaines vérités n'exigent pas de suite. Certains chapitres ont juste besoin de se fermer. Alors, j'ai plié la lettre, l'ai glissée derrière celle de ma mère et la mienne, et j'ai scellé la boîte. Je l'ai replacée dans le tiroir supérieur de ma commode, pas oublié, juste terminé. La même semaine, j'ai été invité à prendre la parole à une conférence de femmes militaires à Paris. Ils voulaient que je parle de leadership. J'ai demandé si je pouvais parler d'héritage à la place. Ils ont dit oui. Je me tenais dans une salle pleine d'uniformes,
de costumes et de civils aux yeux qui en avaient trop vu et qui étaient quand même là. Je leur ai dit ce que je savais maintenant. Parfois, l'héritage n'est pas ce dont nous héritons, c'est ce à quoi nous survivons. Parfois, la force ne ressemble pas à des médailles. Elle ressemble au fait de partir sans mettre le feu à tout ce qu'ils vous ont donné à porter. Et parfois, l'acte d'amour le plus radical est de lâcher prise. Ils n'ont pas applaudi tout de suite. Ils sont restés dans l'instant. Puis quelqu'un s'est levé. Puis un autre, jusqu'à ce que chaque personne dans cette salle soit debout. Non pas pour une histoire de vengeance, mais pour la défiance silencieuse d'une femme qui a refusé de disparaître. Cette nuit-là, de retour à l'hôtel, je me tenais sur le balcon, regardant la scène scintiller sous le clair de lune. J'ai pensé à qui j'étais avant. La fille qui se pliait au silence pour gagner des miettes d'approbation. La militaire qui faisait chaque virement comme un sacrifice rituel. La femme qui s'asseyait seule sur sa couchette en se demandant si être passée était quelque chose qu'elle devait acheter. Et j'ai pensé à qui j'étais maintenant. Pas plus dure, pas plus froide, juste plus lucide. Margot a de nouveau envoyé un texto quelques jours plus tard. Il vend la maison. Il dit qu'il ne veut pas être rappelé à ce que j'ai demandé au mur que tu as payé au point. Je n'ai pas répondu. Pas besoin. Certaines histoires ne sont plus à moi de raconter. Aujourd'hui, ma maison est petite, mais elle est à moi. La lumière du perron fonctionne. Le placard a de la nourriture que j'ai choisie, pas de la nourriture que j'ai rationalisée. La chambre d'amis est prête pour les amis, pas pour la famille qui prend et oublie de dire merci. J'ai encadré la lettre de la jeune de la prépa militaire, celle qui a dit que j'étais la première femme qu'elle voyait qui ressemblait au pouvoir. Je l'ai accrochée à côté de la photo de maman. Parfois, je les regarde toutes les deux et je murmure, on s'en est bien sorti. Cette histoire n'est pas une histoire de vengeance. Il ne s'agit pas de donner une leçon à quelqu'un. Il s'agit de se choisir quand personne d'autre ne le fera. Il s'agit de se souvenir que le silence peut être sacré, mais seulement quand il vous appartient, pas quand il vous est imposé. Et il s'agit de réaliser enfin que je n'ai jamais été trop. J'étais juste trop honnête pour des gens qui préféraient les illusions. Alors, à toutes les filles, celles qui ont servi tout en s'entendant dire qu'elles étaient ingrates, celles qui ont envoyé de l'argent, avalé la honte, et qui ont quand même été oubliées de la liste des invités, celles qui vérifient encore leur téléphone en espérant cette seule ligne de reconnaissance qui ne vient jamais. Vous n'êtes pas invisible. Vous n'êtes pas l'arrière-plan. Vous n'êtes pas le problème. Vous êtes le fil qui maintient ce foutu tissu. Et s'ils ne le voient pas, ce n'est pas de votre faute. C'est leur cécité.